Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Dans ce nouveau numéro des Afters de la Transformation, nous recevons Fabrice Métayer, le président fondateur de Kernix. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes une agence spécialisée dans la création de sites, d'applications mobiles. Il y a plein de choses dans Kernix, mais avant toute chose, expliquez-nous en quelques mots ce qu'est Kernix. Alors, avec plaisir. En fait, Kernix est donc une agence digitale et data qui combine, met en œuvre de la créativité, de la technologie et des données pour concevoir et réaliser les applications sur mesure de nos clients. Alors ça se traduit par des sites internet, certes, mais souvent des choses beaucoup plus complexes que vont être des plateformes e-commerce, des services en ligne et des solutions, ce que nous on appelle solutions métiers. Les solutions métiers, c'est globalement les logiciels d'avant, puisqu'on gère des contrôles techniques, des plateformes de reporting ou de gestion marketing pour nos clients, et il n'y a que nos clients qui les voient, ce n'est pas pour le grand public. 2001, date de création de Kernix. Quelles ont été les grandes évolutions, transformations de Kernix depuis sa création ? Alors 2001, effectivement, déjà, le point de départ est assez singulier puisqu'on est quand même en pleine crise ou fin de crise des startups. Donc c'était un petit peu compliqué. Il y avait beaucoup de défiance sur qu'est-ce qu'on va faire sur Internet. En fait, nous, notre position au départ, c'était de fournir des outils pour faciliter l'exploitation d'Internet, globalement. Donc, donner la main à nos clients, par exemple, pour gérer les contenus de leur site, pour qu'ils soient en capacité de paramétrer leur logiciel, mais accessible pour tout le monde sur Internet. Et donc, on a fait ça pendant quelques années. On a fait une première série de croissance. Et puis, on est arrivé... Alors, on n'a pas trop vu, nous, la crise de 2008. Par contre, a émergé plus les sujets de données. Alors, on va dire de data, qui était plutôt de l'open data, 2010. Et puis, un peu après, a commencé des sujets de data science. Et à côté de cela, la réalisation de sites ou de services de plus en plus complexes. On a avancé là-dedans. Et on est où aujourd'hui ? Alors, on a fait des virages, pas de ligne droite. On a fait de la croissance, un peu de décroissance, de la recroissance, une aventure, une vraie aventure d'entrepreneur. Et aujourd'hui, on est à la fois sur une entreprise très technologique, très à la pointe sur la partie data science, et aussi beaucoup sur le design dans le sens UI/UX, dans le sens où il faut vraiment faire des applications qui sont utilisées et utilisables. Et ça, c'est un vrai grand sujet. Kernix en chiffres ? Alors, en chiffres, l'année 2021 que nous sommes en train de clore se finit avec 4 millions de chiffres d'affaires, ce qui est pas mal, puisque en fait, après l'année 2020 et 2021 compliqué, on a fait un peu plus de 20% de croissance, c'est chouette. On a une quarantaine de collaborateurs. On a toujours autant de clients, c'est-à-dire sur 20 ans, on n'a pas de mérite, qu'on a plusieurs, effectivement, centaines de clients et centaines de projets dans la variété de nos prestations. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est beaucoup de cafés, beaucoup d'événements pour lier et relier les équipes. Enfin, c'est beaucoup de chiffres. Y a-t-il encore des secteurs où l'on ne croit pas aux applications, au tout digital ? Franchement, non, on ne peut pas dire ça. Il n'y a personne que l'on rencontre et qui nous dit non, ça ne marchera pas. Après, par contre, à l'inverse, il y a beaucoup de croyances sur le digital, c'est magique. L'outil va résoudre mes problèmes. Ça, c'est un point qui ne vient pas de moi parce que ce n'est pas notre spécialité, mais on voit très souvent ça, par exemple, dans le monde des CRM. On dit je vais mettre un CRM et derrière, ça va être génial, ça va être très bien géré. On voit bien qu'en fait, c'est le début d'un révélateur d'autres problèmes. Il vaut mieux avoir une stratégie de relations clients et de marketing avant de mettre l'outil. Voilà. Quels sont les enjeux data de Kernix aujourd'hui ? Alors, on est passé par plusieurs phases. Quelles sont ces phases ? D'abord, des phases très R&D. On y croyait à la donnée. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on arrive à valoriser la donnée. Très bien. On a constitué une équipe. On a, pendant quelques années, produit des services, de l'exploitation de données. On a une innovation sociale qui s'appelle accessible.net, qui est sur l'accessibilité des lieux en termes de handicap, par exemple, qui utilise beaucoup d'open data. On a évolué pour arriver plutôt vers 2016-2017 dans la croyance il va y avoir de la data science partout. Donc, faire des équipes beaucoup plus fortes que tout le monde allait s'arracher. On s'est un peu trompé. C'était peut-être un petit peu trop tôt. Les équipes étaient pas forcément dans le modèle Kernix, qui est très technique. Et donc, en fait, on a fait, on peut dire, une sorte de shift pour revenir à des équipes beaucoup plus petites, très pointues
et très polyvalente. Donc en fait, nous, la data, c'est des sujets très variés. Recommandations e-commerce, segmentation marketing, optimisation de la chaufferie pour du chauffage urbain. Donc c'est très varié et c'est des petites équipes qui sont vraiment en hyper proximité avec le client ou avec on va dire la partie métier pour apporter une valeur très pointue sur des courtes durées. Est-ce que Kernix a des enjeux IA, d'intelligence artificielle ? On va tous revendiquer de l'IA puisque c'est un buzzword, bien évidemment. Après, il y a IA, peu importe. Il y a de l'intelligence artificielle, clairement, à partir du moment où on met un certain nombre d'algorithmes en place qui, effectivement, font l'intelligence, on va dire, au moins augmentée. Donc oui, on utilise des principes de data science et d'IA, notamment sur des sujets de traitement d'images ou de traitement massif sur de la compréhension de texte, interpréter la tonalité de certains textes, faire ce que l'on appelle de la proximité sémantique, c'est-à-dire être capable de, par exemple, prendre 2 pages web et dire à quel point elles sont éloignées ou proches d'une troisième. Ça peut servir à plein de services. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez beaucoup de clients, plus d'une centaine. Quelles sont les demandes aujourd'hui de vos clients ? Les demandes sont réellement d'avoir des services en ligne, on va dire aussi bien pour leurs clients finaux, on est plutôt en B2B, que pour leurs utilisateurs internes, on va dire, leurs collaborateurs, d'outils hyper accessibles, dans le sens où je le prends en main facilement. Simple. Exactement. Et performant dans le sens où ça m'amène au résultat et c'est pas une usine à gaz. Et alors, nous, c'est hyper varié. On n'a pas de secteur privilégié et on n'a pas de type de logiciel. Donc, on va aussi bien faire une plateforme de réservation dans le tourisme qu'un travail avec un grand pétrolier pour que ces interfaces soient mieux utilisées et plus performantes. Ça ne demande pas des compétences qui sont extrêmement différentes ? Si, c'est toute une partie de la complexité de Kernix et peut-être aussi de son succès. Tout est relatif, mais tout du moins du fait que nous sommes encore là 20 ans plus tard, c'est qu'effectivement, on se met beaucoup en cause, on se remet beaucoup en cause, on apprend tout le temps beaucoup, on choisit des domaines technologiques notamment, et on a des pôles, donc un pôle data qui est très pointu, un pôle design très pointu, un pôle de développement aussi, et dans ces secteurs, on essaye de rester à la fois à la pointe, mais sans être vraiment avant-gardiste. Nous, notre question, elle est plutôt d'être capable de choisir une technologie pour notre client qui fasse qu'il peut envisager des systèmes pendant longtemps. On a une plateforme, par exemple, à laquelle j'ai contribué, qui est sortie en 2003 et qui tourne toujours. Et on est assez fiers d'avoir quelque chose qui, 18 ans plus tard, tourne toujours. Quelles sont les solutions que Kernix déploie pour ses clients ? Alors, nous, on est plutôt, si je parle de solutions un peu technologiques, on est plutôt dans le monde de l'open source. C'est notre ADN. Donc, sur tout ce qui va être e-commerce, on utilise pas mal de technologies aujourd'hui que sont Shopify, Magento, PrestaShop. Bon, je vais arrêter les gros mots. Mais voilà. Et sur tout ce qui est développement pur et dur, ça va être des choses de type WordPress, Drupal, Symfony. Bref, ce que l'on fait, c'est vraiment des sites sécurisés. Ça, c'est vraiment un élément important. Utilisable plutôt sur, on va dire, et mobile et poste de travail. Donc, on se pose la question de l'usage. On ne cherche pas quelque chose d'universel, mais on se dit en mobilité de quoi on a besoin, en poste de travail de quoi on a besoin. On utilise toute la largeur, tout le monde a plein d'écrans en fait maintenant. Donc on fait aussi des interfaces beaucoup plus grandes que ce qu'on faisait avant. Ça, c'est un élément important. Et on travaille beaucoup sur en fait les interactions. Le côté vraiment explicite, c'est un formulaire, et on a tous vu plein de formulaires différents. Avec lesquels on a une expérience vraiment plus ou moins agréable. Et ben, ça s'improvise pas en fait. Avant de parler de l'avenir et du monde de demain, on va parler de la politique RSE de Kernix. Quelle est-elle ? Dans la politique RSE de Kernix, je pense que ce qui est important, c'est que nous, notre capital, c'est un capital humain. Voilà, c'est vraiment l'élément essentiel. Donc, je peux pas refaire toute l'histoire sur les 20 ans qui viennent de se passer, mais effectivement, si je prends rien que les 2 dernières années, nous, la priorité, elle a été simple, elle a été de préserver les équipes. Donc, quand on est tous partis en confinement, on avait du boulot, on a quand même choisi de réduire l'activité, c'est-à-dire plutôt que de faire une sorte de sprint sur tout ce qui était prévu, on a dit on se calme, on ne sait pas de quoi est fait après-demain, on va temporiser, on va accompagner tout le monde, on va faire un peu de creux, un trou financier, un trou d'activité,
Et puis, on va remonter en puissance et on va rester à répondre à nos clients et aux collaborateurs. Du coup, les gens ont passé vraiment cette période-là de manière sereine. Ils ont senti qu'on était à leur côté, un bouclier. Et puis, on se retrouve avec des équipes hyper motivées. Il a fallu gérer un peu les rebonds de croissance derrière. Ce qui est assez drôle, c'est que Kernix place l'humain au centre de tout. C'est une approche, je pense que c'est notre ADN en tant que fondateur, à François-Xavier et moi-même. On est quand même vraiment orienté sur la compétence, l'expertise, et ça se traduit par nos équipes. Et puis, on est dans le sur-mesure. Et le sur-mesure, c'est beaucoup d'écoute et apporter de l'expertise et rester à sa place sur tout ce que l'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, nous, quand on fait un logiciel, typiquement, de contrôle technique, on ne connaît rien en contrôle technique. Soyons clairs. Donc, il faut beaucoup écouter pour faire le bon logiciel. Allez, ça y est, on passe à l'avenir. Comment va être, d'après vous, le monde de demain? Va-t-on vers un monde tout connecté? J'ai l'impression qu'on est déjà tout connecté et on l'est beaucoup plus qu'on ne croit, en fait. Dans le sens où, là où nous sommes, par exemple, il y a un climatiseur et si ça se trouve, il est connecté. Et si ça se trouve, c'est une faille de sécurité dans cette pièce. Donc, en fait, tout est connecté. C'est absolument incroyable. Et on entend, c'est pas forcément abordé partout, mais par exemple, le sujet de la cybersécurité et des petits éléments connectés, à la SNCF, c'est un énorme sujet. Parce qu'il y en a partout. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on fait du téléservice. Et ça fait des années et des années qu'on fait du téléservice. Donc oui, on va vers le tout connecté. On y est. On ne va pas faire de déconnexion, honnêtement. Les utilisateurs, oui. Mais moi, j'adore me déconnecter, éteindre mon téléphone et retrouver du temps pour moi. C'est pour ça que je vais dans la nature, j'aime bien le scoutisme et tout ça. Là, on laisse les téléphones dans la voiture et on fait autre chose. Donc, c'est hyper intéressant. Mais tout va être effectivement connecté et il y a énormément de sujets derrière sur les données collectées, qu'est-ce qu'on en fait, le respect. C'est bien adressé en Europe. On est à marche forcée, on est bien câblé là-dessus, c'est plutôt pas mal, mais on a beaucoup de choses à faire et à montrer d'ailleurs, je pense, au monde entier sur ce sujet-là. Proportionnellement, quelle va être la place de la technologie et des hommes? Est-ce que la machine va remplacer l'humain? Non, ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. Je pense que... non, le terme est souvent utilisé et peut-être un peu galvaudé, mais on parle beaucoup d'augmenter, en fait. Oui, tout ce qui est numérique et machine, ça augmente, c'est vrai. Je trouve ça très bien d'ailleurs que tout ce qui est l'automatisme, la robotisation, c'est génial. Enfin, ça peut faire des choses que nous, on ferait à peu près aussi bien. Bon, après, dès qu'on commence à toucher au sujet de l'intelligence et des choses un peu automatiques, c'est pas pareil. Hein. Il y a quand même un sujet de la relation qu'on a du mal parfois à tenir, de l'émotion. Une vie sans émotion, c'est quand même... qu'est-ce que c'est déprimant. Et donc, rencontrer des gens, s'émouvoir dans une relation client, s'émouvoir parce qu'on fait une interview, ça, c'est quand même le sel de la vie. Et je ne pense pas que les machines vont nous supplanter là-dessus. Le tout automatisé, on n'y croit pas. Non, je n'y crois pas. Il y aura toujours, je pense, un humain derrière pour... calibrer, orienter, apporter quelque chose. Où ça changera, il y aura d'autres métiers, des nouveaux métiers c'est sûr. Qui verront le jour. Ah, ça, j'en suis persuadé. Et bon, c'est pas moi qui, d'ailleurs, je n'ai pas particulièrement cette connaissance, mais on l'entend régulièrement que, je sais plus, genre 80% des métiers dans 10 ans n'existent pas encore. Je le crois, mais vraiment aisément. Du coup, ce que ça exige, et là, pour le coup, c'est pas si simple, c'est d'être très souple et adaptable. Quels sont les grands projets à venir de Kernix ? Dans nos projets, nous avons tout d'abord, et ça paraît trivial de le dire, mais continuer notre activité en faisant de la satisfaction client, parce qu'on a mis quelques années à trouver que c'était vraiment l'essentiel. Je ne trouve pas que ça soit trivial, je trouve que c'est la base. Oui, c'est vrai. Mais en fait, maintenant, on en est convaincu et on le partage, on va dire, tous les jours avec toute l'équipe. Donc, satisfaire le client, satisfaire les clients de nos clients. Ça, c'est... Voilà. Et donc, faire cela, on va dire, tous les jours, avec un œil quand même rivé sur comment fonctionne une entreprise. Elle a besoin de gagner de l'argent pour avoir du temps, pour former ses collaborateurs, recruter, gérer les aléas. Ça, c'est notre ligne directrice. Et au-dessus de ça, ou autour de cela, il y a ce côté prendre soin des autres, donner du sens à certaines de nos actions, avoir du fun, vraiment. Et du coup, ça se traduit, par exemple, par une démarche que l'on a là depuis plutôt le début de l'année, mais ça a commencé en 2021, sur un sujet très... comment notre activité a un impact et comment on peut influer là-dessus. Sur des éléments pas du tout marketing,
mais c'est de se dire, on a une activité d'hébergement, data center énergie. Ah bon, comment ça marche? Est-ce qu'on est bien, on est green ou on n'est pas green? Bon, eh ben, on a de la chance, on a fait des bons choix. Donc, il s'avère que notre hébergement se fait dans des data centers qui sont très orientés vers cette économie d'énergie et les bonnes sources d'énergie. Bon, ça, très bien. Maintenant, sur quoi est-ce que nous, on peut influer? Est-ce qu'on peut développer des choses qui soient plus sobres? On a envie de le croire. On ne sait pas encore comment faire. Soyons hyper honnêtes. Parce qu'à un moment, dire que j'utilise moins d'énergie dans une application, c'est possible. Il y a des principes pour le faire. Maintenant, qui va vouloir payer pour ça? Moi, je regarde le cas, par exemple, de l'accessibilité des lieux, qui est un sujet qu'on connaît bien. On sait que c'est bien pour tout le monde. À partir du moment où un lieu est accessible pour des handicapés, il est par exemple beaucoup plus, on va dire, accessible aussi pour des personnes âgées, des jeunes parents, et ainsi de suite. Et ben, les investissements, ils sont pas si lourds que ça. On va utiliser votre expertise un petit peu et vous parler des nouveaux usages dans la data. Quels vont-ils être d'après vous? Alors, la data, ça bouge beaucoup. Je n'ai absolument pas la prétention de couvrir tout le spectre, parce qu'il est vraiment très large. Moi, ce que je vois à travers notre équipe, notre pôle data, qu'on appelle aussi le Data Lab, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de données autour de nous, de plus en plus. Ça, c'est assez trivial de le dire. Par contre, être capable relativement simplement d'en extraire une valeur et de la restituer à la bonne personne, celle qui en a besoin, ben ça, c'est pas donné à tout le monde. Nous, on a actuellement un exercice où on travaille sur une plateforme, justement, sur des sujets d'évaluation ou de comparaison d'entreprise, sur des données non financières. Et dans le non financier, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est tout ce qui existe sur le web concernant une société. Son site web, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, sa maturité digitale. Et on peut, je pense, éclairer des décisions, des orientations, des stratégies grâce à ça. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Il y a ça, et puis il y a, on est quand même abreuvé d'énormément de technologies, notamment des GAFAM, et notamment de Google sur la partie data et IA. Il y a beaucoup à utiliser, et notamment dans le domaine de l'image, où on peut faire des reconnaissances et tout ça. C'est très intéressant. Justement, on va parler de ça, les nouvelles technologies à venir, d'après vous? Ça, c'est une très bonne question. Alors moi, je croirais assez facilement que on pourrait nous mettre en place ou nous mettre à disposition des choses qui rendent plus facile justement je sais pas si on peut dire le développement, mais la réalisation d'outils digitaux. Ça, c'est quelque chose auquel je crois parce que il y a des tendances récemment, le no-code, le low-code. Je trouve ça très bien, mais typiquement, nous, on ne fait pas ça. Enfin, c'est notre métier qu'on est en train de disrupter quand on voit ce genre de plateforme. Mais en fait, on n'est pas très inquiet parce que ce qui se passe, c'est que ça permet de faire les premières phases. Et puis, quand on passe à une phase industrielle, eh ben, en fait, il y a beaucoup à faire. Il y a de l'humain à gérer. Il y a former les personnes et ainsi de suite. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que je pense quand même qu'il y a une grande marge de progression sur ces systèmes un peu automatisés qui seraient des vrais facilitateurs dans des domaines très variés. On parle du mobile, bien sûr, mais il y a plein de domaines, peut-être du sujet d'agriculture, d'industrie, dans lequel il y aurait des choses très intéressantes à faire. Ma dernière question, on va parler du réseau Croissance Plus. Vous faites partie de ce réseau. Qu'est-ce que ça apporte à Kernix? Alors, Croissance Plus, ça fait une dizaine d'années, moi, que j'y suis. Nous, en fait, Kernix, mais avec mon associé, on se répartit un peu les rôles. On ne peut pas être partout tout le temps, ensemble en plus. Donc, c'est plutôt moi qui participe aux événements Croissance Plus. La première année, je n'ai pas compris comment ça marchait. J'ai adhéré, puis au bout d'un an, je suis revenu. Il s'est passé quelque chose. Et en fait, je n'avais pas compris qu'il fallait venir, qu'il fallait faire les réunions. Et donc, à partir du moment où j'ai compris, j'ai trouvé un écosystème incroyable d'entrepreneurs avec une très grande, plutôt bienveillance, dans le sens où on parle de tout, quel que soit le domaine. Et là, échanger avec ses pairs, c'est vraiment très important, et notamment partager nos casseroles, parce qu'en fait, nos succès, on ne sait pas bien les reproduire. Par contre, les erreurs, ça éveille les autres. Donc, moi, Croissance Plus, c'est ça, c'est un réseau d'entrepreneurs, et puis après, on collabore sur des sujets qui nous tiennent à cœur, l'entrepreneuriat, les partages des fruits de la croissance, tout ça, c'est hyper intéressant. Et, cas récent, une chance incroyable, Croissance Plus, pendant le confinement, ou au début du confinement, du jour au lendemain, c'est organisé pour nous faire un rendez-vous tous les jours à 18h. On était tous aux quatre coins de la France et on a abordé tous les sujets.
c'est quoi la crise, les risques sanitaires, les PGE et ainsi de suite. C'était génial parce qu'on n'était pas seul d'un coup d'un seul. Et je pense que ça a aidé énormément d'entrepreneurs à passer la crise. C'est aussi un petit peu à cause de Croissance Plus que vous êtes avec nous aujourd'hui, puisque nous avons reçu Jackie Chang récemment dans les Afters de la Transformation. J'ai eu la chance de répondre le premier à une question effectivement sur LinkedIn par rapport à qui est Jackie, effectivement que je connais depuis 2 ans à travers Croissance Plus et avec lequel, alors, d'une part j'ai beaucoup d'admiration pour son hypercroissance et par ailleurs j'ai eu l'occasion de collaborer sur des sujets IA pour son site. Pour le site Paris Fashion Shops. Exactement. Merci beaucoup Fabrice, cet entretien est malheureusement terminé. Déjà ? Merci. Eh oui, déjà ça va vite. Vous êtes le président fondateur de Kernix. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau des Afters de la Transformation. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous tous de nous suivre toutes les semaines. Et si vous avez loupé quelques épisodes, pas de stress. Vous pouvez retrouver les épisodes que vous avez manqués sur vos plateformes d'écoute préférées. À la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.